Bonjour. Dans la série Les monstres radiologiques, aujourd'hui classé 13 sur 15, l'iode 131, qui a eu très récemment l'honneur de passer à la télévision. Alors donc effectivement, pourquoi l'iode 131? Alors tout d'abord, puisqu'en raison de l'actualité, comme je le disais, il est passé à la télévision. On y reviendra. Actualité, je dirais inquiétante, puisque c'était M. Poutine, soyons polis, qui agitait le spectre de l'arme nucléaire. Donc j'y reviendrai. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo, essentiellement. Mais surtout, dans mon esprit, parce qu'il est très utilisé en médecine nucléaire. D'accord? Donc là, c'est quelque chose qui est à l'inverse positif. Alors, les points communs entre les deux, qui fait que c'est très utilisé en médecine nucléaire, mais que c'était une inquiétude dans le contexte d'une attaque nucléaire, c'est l'affinité de l'iode avec la thyroïde. Alors le terme consacré, c'est l'iode est un élément essentiel des hormones thyroïdiennes, de sorte que la glande thyroïdienne le fixe facilement. D'accord? Alors ça veut dire qu'effectivement l'iode, son tropisme, c'est se fixer dans l'iode. C'est pas 100% de l'iode que l'on ingère qui va se fixer, mais une proportion non négligeable. Ce qui fait qu'on a un phénomène de concentration de l'activité dans l'iode. Et plus l'activité volumique est élevée, on le verra, et plus la dose est élevée, bien entendu. Alors la carte d'identité radiologique de l'iode 131 pour commencer. Donc on va aller voir l'iode 131 dans sa famille isobarique. On en profitera pour aller voir les propriétés de quelques-uns de ses cousins isotopiques. Ensuite, schéma de désintégration, étape d'émission, sur le site LaraWeb. On ira voir un spectre gamma que j'ai en magasin, un vrai spectre gamma, réalisé il y a longtemps à l'INSTN. Et enfin, on terminera pour cette carte d'identité radiologique par les indices de dose et des calculs de débit d'équivalent de dose. Alors c'est parti pour la famille isobarique. Donc voilà la famille isobarique A égale 131. Donc on retrouve ici, c'est une famille impaire, c'est une parabole qui est bien dessinée, qui est propre, il n'y a pas d'irrégularité. Je vous rappelle que la branche droite, ce sont les émetteurs bêta-, donc c'est là que l'on va trouver les produits de fission, comme Ferro la vidéo précédente. Voilà. Et c'est donc ici que l'on va trouver l'iode 131, avec sa période de 8 jours, qui va se désintégrer bêta- sur le xénon 131 qui lui est stable puisqu'il est en bas de la parabole. Et au-dessus, on va trouver tous les parents de l'iode 131 avec des isobars 131 qui sont tous émetteurs bêta-, d'accord, avec des périodes qui sont significativement plus courtes. Ça a un intérêt, nous y reviendrons. Voilà. Alors on peut noter ici un Q bêta- de 970 keV pour l'iode 131, donc c'est pas une grosse énergie libérée. Alors, on va le voir, l'iode 131, c'est pas un gros émetteur gamma, il y a pire. Et justement, je vous propose d'aller voir dans un premier temps la famille A égale 132. On va aller voir son cousin, l'iode 132. Et avec cette parabole, avec un nombre de masses pair, on retrouve cette déformation que j'avais présentée dans la vidéo précédente, à savoir que les impairs remontent, les pairs descendent, ce qui déforme la parabole. En fait, on a deux paraboles qui se superposent. Et qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, on obtient un iode 132 avec une période plus courte et surtout un Q bêta- beaucoup plus élevé, 3577 keV, ce qui est considérable. Et on va le voir, l'iode 132 est beaucoup plus dosant, que ce soit en bêta ou en gamma, que l'iode 131. Alors, celui-ci, à ma connaissance, c'est un isotope de l'iode qui n'est pas utilisé en médecine nucléaire. Je pense qu'il est trop dosant, notamment en gamma. Il poserait de sérieux problèmes de radioprotection. Et surtout, il a une période courte. D'accord. Voilà. Et puis, il serait un petit peu difficile à produire. Voilà. Même son père, le tellure 132, a une période qui n'est que de 3 jours. Donc, à ma connaissance, il n'est pas utilisé. D'accord. Je vais revenir sur l'iode 131. On peut se poser la question de comment produire l'iode 131. Alors, première méthode, on a dit l'iode 131, c'est un produit de fission. Donc, on va pouvoir l'extraire de matériaux fissiles exposés dans un flux neutronique de réacteur nucléaire, séparation chimique, et on vient
entre autres produits de fission, on vient extraire l'iode 131. Mais on voit aussi que l'iode 131, c'est le descendant du tellure 131. D'accord? Alors, comment pourrait-on se servir de cette propriété? Ben, ça serait, alors le tellure a une période courte, et si avec un peu de chance le tellure 130 était stable, eh bien avec là encore une irradiation neutronique et par réaction de capture neutronique sur le tellure 130, on fabriquerait du tellure 131 qui se désintégrerait rapidement en iode 131. Alors le tellure 130, le tellure 130 hein, qui pourrait être un précurseur, on va le trouver dans la famille 130. A priori, là, comme ça, sur le papier, on aurait pu dire, mais le tellure 130 ne sera pas stable. Or, là, à nouveau, on est sur le famille paire. À nouveau, on a cette déformation de la parabole de masse des isobars qui fait que l'iode 131, l'iode 130, pardon, hein, qui est un impair, eh bien, remonte, hein, avec cette énergie d'appareillement, remonte ici en masse et vient plus haut que le tellure 130. Et ici, en fait, si vous regardez bien, le tellure 130, c'est un minimum local, hein, comme celui-ci par exemple, comme le baryum 130. Le minimum pour l'ensemble, c'est toujours le xénon 130, mais on a deux minimums locaux. Alors, sur le papier, ça fait du tellure 130 un isotope stable du tellure. Or, si on regarde de plus près, on voit une petite flèche ici qui part, mais il ne peut pas se désintégrer le tellure en iode 130 qui est plus élevé en masse. Donc ça, c'est bloqué sur un plan énergétique. En fait, il se trouve, et là, c'est une curiosité, je dirais, scientifique, il se trouve que le tellure 130 est susceptible de faire ce qu'on appelle une transition de double bêta. C'est-à-dire qu'il émet en même temps deux bêta- par interaction faible, et qui se transforme donc en xénon 130. Et c'est une désintégration qui est très étudiée en recherche fondamentale, parce que cette double transition, l'intérêt c'est de savoir si elle se produit avec deux antineutrinos ou pas, pour savoir si le neutrino et l'antiparticule de l'antineutrino, c'est de la recherche fondamentale. Et vous noterez que la période attribuée au tellure 130, c'est 7,9 10 puissance 20 ans. C'est considérable. Hein, l'âge de l'univers, c'est 13 milliards d'années, c'est 13 10 puissance 9 ans. Donc là, c'est des milliards de fois la durée de vie de l'univers comme période. Donc, à notre échelle, le tellure 130 est stable. D'accord ? Maintenant, alors, les gens qui étudient le tellure, la désintégration du tellure 130, ils sont susceptibles, compte tenu des masses de tellure qu'ils utilisent, une désintégration par an. Donc, respect pour ces physiciens-là, hein, qui ont passé un peu le désert des Tartares, finalement. Il faut vraiment avoir la foi pour partir dans de telles études. D'accord ? Donc voilà, c'était à titre de curiosité. Je vais remonter rapidement les paraboles de masse pour aller à la famille 125. Et dans la famille 125, on trouve l'iode 125 qui, lui, l'iode 125, hein, il a un nombre de masse faible, un nombre de protons faible. Il est sur la partie gauche de la parabole et c'est un émetteur capture électronique, d'accord, avec un Q de capture électronique très faible, 185 keV. C'est vraiment un tout petit émetteur, l'iode 125. Il émet des électrons G de 25 keV et des X de 25 keV. Alors, c'est utilisé en médecine nucléaire, encapsulé dans des toutes petites capsules en iridium, que l'on vient placer ensuite au niveau de la prostate. Alors cette capsule, elle bloque d'abord la diffusion de l'iode dans l'organisme, c'est la première chose, pour éviter de venir dans la thyroïde. Ensuite, ça bloque l'émission électroniques qui feraient des trous dans la prostate, et ça laisse passer les X de 25 keV qui ont des libres parcours moyens assez faibles et qui vont irradier très localement la prostate, et ça va limiter la dose au tissu environnant. Voilà donc iode 125 et iode 131 qui sont très utilisés en médecine nucléaire. Voilà, donc après cette petite promenade dans les paraboles de masse, je vous propose d'aller voir sur le site LaraWeb les tables d'émission gamma. Hein, donc on va commencer par l'iode 131. Voilà. Et là, vous retrouvez donc la table d'émission gamma, toujours classée par intensité décroissante. Donc l'émission la plus intense, le pic caractéristique, c'est un 364 keV avec une intensité de 81%.
Ensuite, vous trouvez un 636 keV, 7%, etc. Donc, assez rapidement, des intensités assez négligeables. D'accord, et des énergies qui ne dépassent pas le. Voilà, vous avez 722 keV à 1,7%, pas d'énergie considérable. Le schéma de désintégration, il est ici. Voilà. Alors je vous rappelle, alors c'est un schéma qui reste relativement simple. D'accord, voilà, on peut quand même le simplifier. On peut par exemple enlever toutes les transitions inférieures à 1%, ce qui permet, comme toujours, d'aller à l'essentiel. Hein. Voilà, donc 1%, on relance. Donc là, on a une table d'émission, bien entendu, simplifiée et un schéma simplifié. Alors ça permet entre autres de voir du premier coup d'œil que la transition β- la plus intense, c'est celle-ci qui va vers le niveau 4 à 364 keV, avec donc une intensité de 89%. Donc l'essentiel des transitions se fait suivant cette transition-là, et donc avec une émission bêta, avec un Qβ max de 606 keV. Donc une transition bêta prépondérante, une transition gamma prépondérante. Alors, on peut aller voir par curiosité maintenant l'iode 132. Je vous avais dit a priori, compte tenu de son Qβ-, ça doit pousser un petit peu plus les murs. Donc effectivement, l'iode 132. Alors autant pour moi, je vais le montrer dans son intégralité. Je ne vais pas mettre de filtre en intensité. Voilà. Donc on retrouve un Qβ- de 3577 keV. Et là, vous avez ici la table d'émission. Donc la plus intense, c'est 667 keV à 98%. Ensuite, 762, 75%. Donc vous voyez qu'en termes d'intensité et d'énergie, hein, vous avez 1398 à 7%, donc des énergies élevées avec des intensités qui restent encore considérables. Et si vous déroulez, hein, ben vous avez une table d'émission considérable, très riche. Hein, vous avez des gammas de 2 MeV à encore 1%, ce qui n'est pas rien, etc. Donc vous déroulez et vous avez... alors j'ai globalement l'iode 132 à 140 émissions. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un monstre radiologique. Dans mon esprit, c'est vraiment ce que j'appelle le monstre radiologique. S'il ne fait pas la primeur de mon top 15, c'est qu'il n'est pas utilisé, à ma connaissance, en médecine nucléaire, justement en raison de cette table d'émission qui est très très riche. D'accord ? Voilà. 140 gamma. Ce qui est très dommage, c'est qu'il n'y a pas de schéma de désintégration. Voilà, bon, il y a des radionucléides qui ont autant de raies avec des schémas. Bon, là, on ne le trouve pas. Je ne l'ai pas trouvé dans la littérature, mais ça donne une idée de l'iode 132. D'accord ? Voilà. Après ce petit passage sur les tables d'émission, je vous propose d'aller voir un spectre gamma de produits de fission, donc qui a été réalisé à l'INSTL il y a quelques années maintenant par mon vieux camarade radiochimiste Georges Meyer, hein, donc qui irradiait des sources d'uranium 235 dans les canaux du réacteur Ulysse de l'INSTN, à l'époque où il y avait encore un réacteur. Ensuite, il ressortait son échantillon du 5, il laissait un petit peu refroidir, au sens radiologique du terme, hein, pendant quelques jours, et puis il faisait une spectrogamma, et ensuite, lui, il était radiochimiste, il attaquait de la chimie séparative. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce spectre ? Eh bien, par exemple, est-ce qu'on a l'iode 131 ? L'iode 131, je vous rappelle, c'est un pic de référence à 364 keV, donc voilà, on va aller le chercher. Voilà, on est ici, et donc on retrouve bien ce pic-là. Alors ça, c'est un logiciel d'analyse qui a une touche intéressante, c'est la touche I, d'accord ? Et lorsqu'on touche I pour identification, voilà, on identifie ici bien l'iode 131, d'accord ? Et on voit ici les pics compagnons. Alors on ne les voit pas très bien, on peut leur mettre une région d'intérêt en rouge, hein, voilà. Donc on voit les pics compagnons qui n'ont pas des intensités redoutables, d'accord ? Voilà, là, ce sont plutôt des interférences. Hein. Voilà, le pic principal, il est là. Hein. Voilà, je vais effacer. Maintenant, est-ce qu'on va trouver l'iode 132 ? Alors, l'iode 132, on le trouve à l'énergie, un pic de référence, c'est donc 954 keV.
Voilà, il est là, hein, il est pas très élevé, mais si on fait avec la touche identification, voilà, on clique et on a tous les pics compagnons de l'iode 132 qui sont là. Alors si là à nouveau on met les régions d'intérêt, ben, ça montre que l'iode 132, compte tenu de la richesse de sa table d'émission, ben, il occupe, voilà, c'est lui qui génère une grande partie des pics de ce spectre. D'accord? Alors ce joli pic là qui tout seul a forte énergie, ça c'est du lantane 140, d'accord, qui nous fait quelques pics encore ici. Voilà, lantane 140. On trouve deux autres radionuclides intéressants. Tout d'abord, si on va sur, je vais un petit peu zoomer ici. Voilà. Si on va chercher l'énergie de 140 keV, qui doit peut-être parler à certains d'entre vous. Voilà, 140 keV, c'est ici. Ah ben, ce pic à 140 keV, d'accord, qui a une interférence avec d'autres, hein, mais je vais effacer à nouveau. Voilà, ce pic-là, c'est le molybdène 99M. Alors c'est effectivement un gamma émis par le molybdène par le technétium 99M, mais c'est surtout produit par le molybdène 99 qui, en se désintégrant, tape sur un niveau isomère du technétium 99, d'accord, avec une période de 6 heures, si je ne m'abuse, et qui donne donc ce fameux technétium 99M qui est très utilisé en médecine nucléaire, en imagerie, scintigraphie, etc., hein, qui est un radionucléide prédominant dans le domaine médical. Voilà. Alors un dernier radionucléide, par exemple, si je viens ici, si je fais, voilà, si je vais chercher une énergie à 106 keV, vous allez voir, voilà, je vais un petit peu zoomer, on est ici, et là on identifie le neptunium 239, qui a pas mal de raies, hein. Ici, voilà, on met les régions d'intérêt, hein, voilà, on va retrouver le neptunium 239. Ici, on est dans le domaine des X, hein, mais il nous donne des gamma à 209 keV, de 225 keV, etc. Voilà. Alors, pourquoi du neptunium 239 ? Ben, je vous laisse, je pose la question, je ne vous donne pas la réponse. Voilà, cherchez, vous trouverez pourquoi on a du neptunium 239 dans ce spectre de produits de fission. D'accord ? Voilà. Voilà, donc pour terminer sur la carte radiologique de l'iode 131, on va faire quelques petits calculs en débit de dose avec Dosimeq GX. Alors, hein, je vous dis, on va toujours les comparer. Bon, j'irai chercher l'indice de dose plus tard. Voilà, on va chercher l'iode 131. Toujours 1 gigabecquerel. Voilà, on a la table d'émission qui s'affiche. On lance un calcul. Donc 1 gigabecquerel, diode 131 à 1 mètre, 65 microsieverts par heure. D'accord ? C'est pas très dosant, quand même, mais bon. Et si on avait dit qu'on regarderait toujours avec 5 cm de plomb pour voir le facteur d'atténuation. Et là, compte tenu des énergies prédominantes, on a un facteur d'atténuation qui est très élevé, 1270. Hein. Alors on peut faire un second calcul, toujours en source ponctuelle, hein, toujours avec l'iode 131, 1 gigabecquerel. Mais on va rajouter un second radionucléide, son grand frère, l'iode 132, pour comparer le pouvoir dosant des deux. Voilà, à même activité. 1 gigabecquerel. Donc là, on va voir s'afficher la table d'émission de l'iode 132.
et assez rapidement va apparaître des fortes énergies. Donc là, je vous rappelle, hein, les tables d'émission sont condensées. Hein, on n'a pas pris juste les émissions les plus intenses, on a condensé par groupe. Hein. Ici, sur 12 IMEX, on a 10 groupes maximum. On a encore, dans le groupe à 2 MeV, on a quand même encore 2%. Voilà, on valide. Et en lançant le calcul, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir comparer le poids de chaque radionuclide dans la dose finale. Donc la dose, là, maintenant, c'est 418 microsieverts par heure. Hein. On avait 64, on a 418. L'iode 131 ne fait ici que 15% de la dose. Et l'iode 132, 84% de la dose. On voit que ce sont ces trois groupes-là qui font de l'iode 132 à forte énergie, qui font l'essentiel de la dose. D'accord? Donc l'iode 131, 132 est globalement 6 fois plus dosant, source nue, que l'iode 131. Et maintenant, si on met 5 cm de plomb, alors là, les proportions vont considérablement évoluer. Voilà, l'iode 131, faible énergie en moyenne. Donc sa contribution ici, c'est maintenant 0,6%. Et l'iode 132 fait 99,4% de la dose. D'accord? Avec un facteur d'atténuation moyen qui n'est que de 49. Donc on voit le caractère très dosant de l'iode 132 et la difficulté de s'en protéger, même avec 5 cm de plomb. Il nous reste encore 8 microsieverts. Hein, et ça, c'est l'iode 132, 99%. Alors, le pouvoir dosant, je ne l'avais pas fait, on va aller le chercher. Donc, si on va chercher donc l'iode 131, son indice de dose. Alors, je vous rappelle l'indice de dose, hein, c'est la somme des énergies gamma pondérées par les intensités. Donc, voilà, on est très proche du 356 keV à 82%, plus les autres. Ça nous fait un indice de dose de 382 keV. Et il est classé 939e sur 1600. Voilà, on dépasse le millième maintenant, c'est tout. Ah, mais il n'est pas très très dosant. Si on vient chercher l'iode 132, lui par contre, son indice de dose c'est 2263 keV et ça le met 186e sur 1600. Hein, voilà, donc il eût mérité, alors il est dans le top, j'en parle, hein, mais voilà, comme il n'est pas utilisé dans le médical, il devient assez secondaire. D'accord? On peut en reparler, on peut en dire un mot. Dans les problèmes de produits de fission suite à une explosion nucléaire, il y a de l'iode 132, mais sa période étant courte, il devient assez rapidement négligeable. D'accord? Voilà, première analyse. Mais pas tant que ça. Hein? Bon, j'y reviendrai. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà, donc après la carte d'identité radiologique de l'iode 131, je vous propose d'étudier le premier volet, l'application, à savoir l'application, voici le top 15, hein, je remplis le tableau, hein, le 13e, donc l'iode 131, son indice de dose, son classement, débit dose sans écran, avec écran et le facteur d'atténuation. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer le premier volet, c'est l'utilisation médicale. Donc je dirais à ce titre-là, l'iode 131, j'appelle ça un monstre radiologique, mais en vérité, ça devient ici maintenant un monstre gentil. Hein, voilà. Alors, là encore, de par son affinité spécifique, hein, son tropisme avec la thyroïde, donc l'iode 131, il est utilisé pour certaines pathologies de la thyroïde, le cancer de la thyroïde, l'hyperthyroïdie et éventuellement le goitre. D'accord ? Voilà. Alors les activités qui sont mises en œuvre, ce sont des capsules d'iodure de sodium qui sont ingérées oralement. Ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à 8 gigabecquerels. Hein, c'est ce que j'ai relevé dans la littérature, ce qui est considérable. D'accord ? Alors cette activité-là, en fait, elle est fonction de quoi? D'abord des besoins thérapeutiques, hein, de la dose qu'il faut générer pour avoir l'effet attendu. Ça dépend aussi des capacités de fixation de la thyroïde du patient, parce que voilà, suivant l'état de la thyroïde, le patient va fixer plus ou moins une proportion plus ou moins faible
de l'iode ingéré. Hein, ça peut aller de 5% à 75%. Une thyroïde qui fonctionne mal à cause d'un cancer, etc., ben, fixera moins bien l'iode, d'accord. Et ça dépend aussi de la période effective. Hein. Alors la période effective, c'est quoi? C'est la moyenne harmonique, enfin c'est le mélange, c'est de la période physique de l'iode qui est de 8 jours, ça varie pas, et de la période biologique, d'accord, voilà, qui est ce qu'elle est. Une thyroïde qui marche bien, ben, la période biologique sera très longue, donc la période effective sera 8 jours. Si elle ne fonctionne pas et qu'elle relâche rapidement l'iode, ben, la période effective sera plus courte. Donc, voilà, les activités, ça peut aller quand même voilà, jusqu'à 8 gigabecquerels. Alors ces informations-là, je les ai eues dans un document que m'a transmis gentiment le CHU de Nantes. Et donc, si vous le souhaitez, c'est un document ouvert. Il date sans doute un petit peu, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à trouver là-dedans, notamment sur l'aspect radioprotection en milieu hospitalier, hein, si ça intéresse certaines personnes. Alors, et notamment dans ce document, j'ai trouvé quelque chose qui m'a intéressé. Il y est écrit la dose à la thyroïde sur un sujet adulte atteint de thyrotoxicose, alors ça c'est l'hyperthyroïdie, devrait s'élever à environ 300 degrés, hein, ce qui n'est pas rien. Hein, c'est vraiment une dose qu'il faut pour tuer des cellules, hein, en supposant la fixation de 55% d'une activité administrée de 400 mégabecquerels pour une thyroïde de 20 grammes. Donc ça veut dire que dans la thyroïde, on va trouver donc 55% de 400, ça fait 220 mégabecquerels. Pour 20 grammes, ça fait à peu près 11 mégabecquerels par gramme. Ça fait globalement 11 mégabecquerels par centimètre cube. D'accord ? Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut calculer de telles doses. Alors là, je sors un petit peu de la culture de la radioprotection classique. En radioprotection classique, tout ce qui est dose générée en exposition interne, c'est plutôt c'est le domaine du médical, d'accord? Alors, en radioprotection, on a des coefficients qui donnent la dose efficace pour une inhalation, une ingestion, etc. Mais on ne fait pas faire de calcul de la dose générée par un organe contaminé avec un radionucléide. Alors, moi, je vous propose de vous montrer comment ça peut se calculer. Hein. On va le faire pour les particules chargées, ici les bêta, et ensuite pour les gamma. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais m'appuyer sur le code ReExpert, qui est un code Monte Carlo, qui va nous permettre de faire un petit tracking. Et je vais commencer donc par les bêta. Voilà, donc là, c'est une modélisation géométrique simple. Hein. J'ai pris un parallépipède qui fait 6 sur 3 sur 1 cm d'épaisseur. Voilà, c'est pas une thyroïde, hein. Une thyroïde c'est 2 lobes, c'est une géométrie un peu complexe, mais voilà, les dimensions sont là et le volume, on retrouve 20 cm3. Et donc ce que je vais faire, c'est de générer dans ce volume-là, qui est en eau, hein, c'est de l'eau, eh bien on va envoyer 1000 électrons avec l'énergie moyenne du spectre de l'iode 131, d'accord? C'est 191 kelvin. Voilà. On va en envoyer 1000. Et voici ce que l'on obtient. Voilà. Alors comment analyser ce résultat? Donc, vous voyez tous les petits points rouges ici, hein, ce sont des petits segments, des petits bouts de droite, hein, un peu zoomés. Hein, ce sont des électrons qui sont émis en volume et qui, compte tenu des trajets, qui est inférieur au millimètre, eh bien, déposent toute leur énergie dans l'organe, dans le volume, et seulement une très faible proportion d'électrons qui sont générés très proche de la surface et qui sont émis en direction de la surface parviendront à sortir du volume et ne déposeront qu'une fraction de leur énergie. Hein, mais globalement, il y a à peu près une vingtaine d'électrons qui sortent sur 1000 qui sont générés. Ce que l'on peut dire, c'est que la plupart des électrons émis en volume déposent toute leur énergie dans ce volume-là. Et du coup, ça rend le calcul de la dose élémentaire, hein, pour une composante particule chargée. D'accord? Hein, donc, pour un organe donc, de grande dimension dans les parcours, hein, ici les parcours c'est de l'ordre de 0,4 mm, on a des organes qui sont centimétriques, donc on y est.
eh bien, on peut dire que la plupart des particules chargées émises déposent toute leur énergie dans l'organe. Donc en partant de ce principe-là, le calcul devient élémentaire. On peut faire une formule déterministe. Hein. Tout simplement, on commence par calculer pour une activité volumique donnée, d'accord, on commence par calculer le nombre de particules émises. C'est l'activité volumique fois le volume fois l'intensité d'émission. Donc, ça, c'est un nombre de particules émis par unité de temps, par seconde. Ensuite, il suffit de multiplier ce nombre de particules émises par l'énergie moyenne de chaque particule, de chaque électron. D'accord. Donc, on verra, hein, pour la composante bêta de l'iode, on l'a dit, c'est 191 keV. Eh bien, voilà, on a la quantité, l'énergie absorbée dans ce volume-là. Donc, c'est le produit des deux. Le nombre fois l'énergie. Activité volumique fois volume, fois intensité, fois énergie moyenne. Il ne reste plus qu'à diviser en s'appuyant sur la définition de la dose. Et là, c'est une belle occasion d'appliquer les principes fondamentaux. Hein. La dose, c'est l'énergie absorbée rapportée à la masse considérée. Eh bien, on vient tout simplement rapporter cette énergie absorbée à la masse de l'organe, c'est-à-dire la masse volumique fois le volume. D'accord. Et donc, lorsqu'on développe, voilà. Alors, vous avez au numérateur, au dénominateur, ben, vous retrouvez le volume. Donc, ce volume se simplifie. Hein, donc, cette grandeur-là, elle disparaît. Et donc, il nous reste comme paramètre l'activité volumique fois l'intensité d'émission fois l'énergie moyenne divisée par la masse volumique. Tout simplement, c'est le débit de dose absorbée. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, ce que l'on peut noter, c'est que ça ne dépend que de l'activité volumique. D'accord. Alors, que ce soit un petit organe ou un gros organe, dans les conditions dites précédemment, pour peu que les dimensions restent assez grandes devant les parcours, hein, que ce soit 10 cm3 ou 100 cm3, la dose absorbée ne dépendra que de l'activité volumique. D'accord. Alors, on peut en déduire une application numérique avec les unités que l'on souhaite. Alors, ce type de formule, il faut faire attention, parce qu'elles sont simples en soi, mais là où elles sont délicates à utiliser, justement, c'est pour les changements d'unité. D'accord. Une énergie en keV, il faut la transformer en joule, etc. etc. Bon, voilà une petite formule numérique que je peux vous proposer, qui est valable dans l'eau. On fera un calcul plus tard avec, j'ai automatisé ça dans n'importe quel matériau. On va passer au gamma maintenant. On va passer au gamma, on va voir que pour les gamma, la situation est totalement différente. Voilà, je reviens ici, j'efface mes électrons. Je vais lancer un calcul en changeant. Donc je ne prends plus les bêta, je vais prendre des gamma. Donc ici, ce sont des gamma de 364 keV. Je ne vais pas en envoyer 1000, mais uniquement 30. C'est suffisant. Et voilà, on va lancer donc des gamma qui seront générés de façon aléatoire dans le volume. Voilà le résultat. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ce résultat? Ce que l'on voit assez aisément, c'est que la plupart des gamma émis, enfin, je dirais tous les gamma émis, émergent. D'accord. Quelques-uns auront interagi avant de sortir. Alors, on a un gamma qui part d'ici, qui vient faire une interaction en volume ici, et qui repart suite à un effet Compton. Alors, si on zoome, on voit qu'au point d'interaction, eh bien, le photon incident aura mis en mouvement un électron, et cet électron-là, particule secondaire de forte énergie, qui a une énergie ici de 163 keV, donc c'est une fraction de l'énergie du photon. Cet électron-là, c'est lui qui va générer une dose dans l'organe. D'accord. Donc, pour les photons, la situation est totalement différente. On a une très faible fraction ici des photons qui interagissent. La plupart sortent sans interagir, et la plupart des interactions ne transfèrent qu'une fraction de l'énergie des gamma au milieu. Donc le calcul est un petit peu plus délicat. On peut quand même établir une formule déterministe pour voir les paramètres influents. Voilà. Donc là, le principe établi ne marche plus, parce qu'on a des libres parcours moyens de photons qui sont supérieurs aux dimensions de l'objet. Ici, le libre parcours moyen pour le 364 keV de l'iode 131, dans l'eau, c'est 9 cm. D'accord. Donc, ce qui explique que la plupart des photons émergent sans interagir.
Alors on peut malgré tout faire un calcul, je ne vais pas trop le détailler, mais rapidement. On va retrouver ici ces trois paramètres que l'on avait précédemment avec la composante bêta, c'est-à-dire l'activité volumique, fois l'intensité, fois l'énergie des gammas, hein, donc les particules émises initialement. On a ce premier terme là ici qui est mu TR sur mu atténuation. Hein, mu TR c'est le mu de transfert en énergie. Et le rapport des deux permet de donner la fraction moyenne de l'énergie transmise aux électrons par ces gammas. D'accord ? Donc là, voilà, premier calcul. Et ce second terme, c'est un des plus importants. Hein, c'est 1 moins exponentielle moins mu atténuation. Et on a ce terme-là, 2 fois volume sur surface. 2 fois volume sur surface. Un volume sur surface, c'est dimensionnellement, c'est une longueur. D'accord ? Donc en fait, ce sont des centimètres. Et c'est la demi-corde moyenne de l'objet. D'accord ? Donc c'est la distance que doit parcourir en moyenne un photon qui est émis à l'intérieur de mon volume. Voilà. Alors on se rend compte que alors ce terme-là sera d'autant plus, ce terme entre crochets sera d'autant plus élevé, je dirais, que le volume augmente, par exemple. Hein, si la demi-corde moyenne augmente, les photons auront de moins en moins de chances de sortir, d'accord, et ce terme-là va augmenter. À l'inverse, si la demi-corde moyenne baisse, c'est-à-dire soit le volume diminue, soit à volume égal, si la surface augmente, la demi-corde moyenne va baisser, et on aura ici donc ce que j'appelle moi un coefficient, un terme de non-fuite, une probabilité d'interaction dans le volume, eh bien, elle va baisser. Donc voilà comment on peut mener des calculs. Alors ici on va le faire pour les deux composantes, particules chargées, électrons et gamma, pour l'UE 131. Donc on va prendre 11 mégabecquerels par centimètre cube dans les deux cas. Pour les bêtas, c'est la composante ici avec un Qmax de 606 keV. En fait, on va prendre l'énergie moyenne, 191 keV, avec une intensité de 89%. Et pour les gamma, c'est 364 keV, intensité 81%. Alors, on va appliquer ça avec des outils qui existent dans le pack pédagogique de Dosimex et que j'ai enrichi donc dernièrement pour mener ces calculs-là automatiquement. D'accord ? Voilà. Donc, on va commencer par les particules chargées. Voilà, donc les particules chargées, donc d'abord on choisit les électrons, voilà, on prend les électrons, on rentre l'énergie, 191 keV, c'est l'énergie moyenne du spectre bêta. Ici, l'activité volumique, donc 1.1, 10 puissance 7 becquerel par centimètre cube, hein, 11 mégabecquerel par centimètre cube, intensité 89%, et vous avez le résultat ici, c'est 1,08, à peu près 1,1, 10 puissance 6 microgrès par heure, c'est-à-dire 1,1 grès par heure. Vous voyez ici, je parle en grès, pas en sievert, hein, on est sur des effets déterministes. C'est de l'ordre de 1 grès par heure, ce qui est considérable. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le débit dose initial avec l'activité volumique nominale. Il faudra qu'on en fasse un calcul en décroissance, on le fera après. Pour les gamma, on a un calcul similaire voilà, que j'ai implémenté dans IRM Photon. Donc vous rentrez ici l'énergie des photons, 364 keV, on est dans l'eau, on se situe ici hein, sur les courbes d'atténuation, ça c'est mu TR, hein, donc vous voyez, vous avez le mu atténuation et là le mu TR, hein, donc on a ce fameux rapport mu TR sur mu atténuation. Bon. Donc vous rentrez ici, alors là des paramètres supplémentaires, il faut rentrer le volume, alors la surface c'est 54 en fait, voilà, 54 cm pour mon parallépipède, intensité 82%, et le résultat, il est là. La corde moyenne, vous voyez, pour ce parallépipède, c'est 1,5 cm, et on a un facteur de non-fuite de 8,9%. Donc on a globalement, en moyenne, 8,9% des photons émis qui interagissent dans le volume et qui ne déposent qu'une fraction de cette énergie-là. On a un terme de correction d'interaction multiple, éventuellement, ici c'est 1.1, et on a un débit d'exposition interne. Donc, voilà, la valeur c'est 5,5 10 puissance 4 microgrès par heure, c'est-à-dire 0. Alors si on prend en compte les autres composantes, on arrive à peu près à 6, hein, et ce qui nous fait 0,06 grès par heure. C'est 6% du débit de dose pour la composante bêta, de la composante bêta, d'accord ? Donc on voit que la composante gamma est beaucoup moins dosante.
Ici, c'est 6%. Alors, avant de continuer, on va terminer par un calcul en décroissance. Je vais revenir ici. Alors, un calcul en décroissance, voilà, c'est ici. Intégration débit-dose en décroissance. On va prendre l'iode 131. Donc, on va considérer une période effective égale à la période physique. Hein. Je pense qu'on mettra une petite option ici pour entrer une période effective souhaitée. Hein. On va rentrer ici 1.1, c'est à peu près ce qu'on avait, donc 1,1, et donc l'unité c'est les grès par heure. Hein. Et si on intègre sur, par exemple, sur 1 heure, vous voyez qu'on a un petit peu, voilà, pour l'instant on a 1,1. Si on intègre sur 10 heures, on n'aura pas 11, c'est un petit peu moins. Donc, pour l'instant, on commence à décroître. Voilà, sur 100 heures, vous voyez, c'est 9, hein, c'est 92. Alors là, si on veut intégrer, si on veut aller jusqu'au bout, voilà, il faut dépasser 10 périodes, etc. Soyons fous, on va rentrer 3000 heures. On est certain que tout a décru. Et là, on a 305 grès intégrés. D'accord. Vous pouvez augmenter la durée de décroissance, ça ne change pas le résultat. D'accord. Donc voici la dose intégrée, 305 grès. D'accord. Alors on ne va pas refaire le calcul pour la composante gamma. La composante gamma, c'est la même période, ce sera 6% de cette valeur-là, tout simplement. Hein. Donc, je reviens ici. Hop, je vais rater. Voilà, on continue. Donc voici le tableau. Donc, pour la composante gamma avec son énergie moyenne, son intensité, le débit dose, on l'a dit, c'était instantané, initial, 1,1 grès par heure, et intégré sur une longue durée, d'accord, c'est 306 grès à peu près. Et pour la composante gamma, c'est 6% de ça, ça fait 18 grès. Et donc on a un total de 324 grès, ce qui correspond bien aux 300 grès annoncés dans le document. Hein, on est vraiment dans l'ordre de grandeur. Alors, pour dire la composante gamma, elle est négligeable, etc., il ne faut pas la négliger, hein, parce qu'effectivement, la composante gamma, en termes de dose, c'est 6% de la composante bêta en exposition interne dans cet organe-là, mais c'est aussi 100% de la dose en exposition interne aux autres organes du patient, parce que ces photons qui sortent, ils vont irradier les organes périphériques, hein, de la thyroïde, le cerveau, enfin, etc. Bon, donc, globalement, le patient. D'accord. Et ça sera aussi 100% de la dose en exposition interne aux proches du patient. Lorsqu'il va sortir de l'hôpital suite à l'intervention, voilà, il va rejoindre ses proches, et dans le mot proche, il y a proche, ça veut dire qu'il pourrait être éventuellement à 30 cm. Hein. Donc, pour rappel, hein, 1 gigabecquerel, l'iode 131 à 1 mètre, c'est 65 microsieverts par heure. À 30 cm, hein, pour un proche vraiment proche, on passe à 730 microsieverts par heure. Alors bien sûr, tout ça, il faut tenir compte de la décroissance, etc. Mais ça veut dire qu'un traitement, une thérapie à l'iode 131, qui en général engage des activités élevées, eh bien, il faut une vraie politique de protection des proches. Hein, voilà. Donc ça, cum ferro, le document que je vous ai présenté, hein, c'est l'objet principal de ce document-là. Or, c'est pour cette raison qu'on n'utilise pas l'iode 132 pour des raisons médicales, hein, parce que là, en termes d'irradiation, là, on exploserait les compteurs. Voilà, alors on va passer au deuxième volet, c'est le volet iode 131 et explosion nucléaire, hein, puisque c'était dans l'actualité récente. Enfin, tout au moins, on en parlait, hein, c'est une éventualité, Dieu nous en préserve. Hein. Alors là, en l'occurrence, du coup, l'iode 131, ça devient un monstre méchant, pas très sympathique, d'accord. Et on va un petit peu développer cet aspect-là. Alors, on va commencer par calculer la masse des produits de fission qui permettra d'arriver aux activités. Et je vais m'appuyer, je vais prendre l'exemple d'une bombe dite tactique, Hiroshima, la première, hein, qui faisait 15 kilotonnes d'équivalent TNT. Alors ça, sur les plateaux télé, les gens parlent d'armes tactiques de faible puissance. Hein, c'est vraiment un doux euphémisme, hein, faible puissance. C'est faible par rapport à une arme mégatonique. Mais en termes absolus, c'est absolument redoutable. Hein. Hiroshima, hein, tout simplement. Hein. On a vu le résultat. Voilà.
Donc, donc attention aux termes que l'on peut utiliser parfois, qui peuvent induire le grand public en erreur. Hein. Ça reste des armes redoutables. Alors 1 kg de TNT, par convention, c'est 4,18 10 puissance 12 joules. Donc 15 kg de TNT, c'est une énergie de 6,27 10 puissance 13 joules. Hein. Alors premier calcul, j'en ferai un second à partir de cette énergie. Ça va nous permettre de calculer la masse des produits de fission. Comment? Une fission, ça dégage en moyenne 200 MeV en énergie, donc c'est 3,2 10 moins 11 joules. Et donc lorsqu'on fait le rapport de ces deux énergies-là, eh bien, on a tout simplement le nombre de fissions. Donc pour dégager cette énergie de 15 kilotonnes, c'est 1,96 10 puissance 24 noyaux d'uranium-235 qui doivent fissionner. D'accord, quasiment tous en même temps, à quelques picosecondes de près. Alors en partant de ce nombre de noyaux, on peut remonter à la masse, puisque voilà, une mole c'est 235 grammes, donc on fait une règle de 3 avec le nombre d'Avogadro, et on obtient 765 grammes d'uranium ayant fissionné, et qui sont devenus de fait des produits de fission. Donc on a 765 grammes de produits de fission. C'est beaucoup, hein, c'est assez peu en termes pondéral. Compte tenu des périodes courtes, ça fait des activités considérables. On va y revenir. D'accord ? Alors, ça, c'est la globalité des produits de fission. Nous, on s'intéresse à l'iode 131. Alors, pour remonter à l'iode 131, à partir de cette masse totale, il faut utiliser ce qu'on appelle les rendements de fission, ou rendement isobarique, c'est-à-dire la proportion d'isobars. Nous, c'est l'isobar 131. Alors, quand je dis isobarique, c'est tous les isobars 131, pas uniquement l'iode, hein, qui sont produits par la fission. D'accord ? Alors, voici une courbe. Hein. Alors, c'est une courbe qui est connue, hein, de Boss. D'accord ? Là, vous avez le groupe des produits de fission légers, centré sur 95. Et là, les produits de fission lourds, centrés sur 140. D'accord ? Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la famille 131 qui est ici, et ça nous donne un rendement de fission de 3%. Donc 3%, en termes de nombre de noyaux, 3% des noyaux produits par fission sont de masse 131. Alors lorsqu'on reproduit ça sur la parabole de masse des isobars, ça veut dire que 3% de nombre de noyaux c'est tous les noyaux de la branche gauche de la parabole au total. Alors ensuite, on pourrait détailler le rendement particulier de chaque noyau en particulier. Là, c'est ce qu'on appelle le rendement isotopique. Alors bon, je ne les ai pas trouvés, mais ils existent. Mais peu importe, hein, 3%, donc c'est la totalité. Mais ce qui se passe, c'est que tout ça, ce sont des périodes courtes. Donc ils vont se désintégrer rapidement. Hein, ils vont descendre sur l'iode 131. Et donc on peut considérer que assez rapidement, les périodes ne dépassent pas les 25 minutes ici, eh bien, on produit de l'iode 131, hein, avec un petit peu de décroissance. Donc on peut considérer que 3% des produits de fission, c'est de l'iode 131. Ça n'est que 3% quand même, hein. Notez bien, on ne fait pas que de l'iode 131 en produit de fission. Il y a quand même tous les autres, hein. C'est pas un détail négligeable, hein. C'est beaucoup focalisé sur l'iode 131. Je rappelle tout simplement parce que l'iode 131 va se concentrer dans la thyroïde, hein, ce qui le rend plus dangereux, mais enfin, ce n'est pas le seul produit de fission qui est généré. Voilà. Alors, quelques activités, hein, les activités donc relâchées, hein, en partant du nombre de noyaux, c'est-à-dire 3% de cette quantité-là, eh bien, on a une relation, on peut calculer la masse, ça fait 12 grammes, hein, 12,8 grammes d'iode 131 après un petit refroidissement généré par cette explosion. Et en termes alors c'est pas énorme, hein, mais en termes d'activité, là, ça prend toute son importance, c'est 58 10 puissance 15 becquerel, c'est-à-dire 58 pétabecquerel. Alors quand on commence à parler en pétabecquerel, c'est énorme, hein. Voilà, c'est considérable. C'est pour ça qu'effectivement, ça représente un risque. J'insiste et je reviens, c'est pas le seul produit de fission, il y a tous les autres. Hein. Pour mémoire, le césium 137, produit de fission connu, sur cette explosion-là, globalement, son rendement est 3 fois plus élevé. Eh bien, on a, alors, en masse, c'est 3 fois plus. Par contre, en activité, comme c'est une période longue, l'activité est plus faible, c'est 86 terabecquerel.
mais il va devenir prédominant sur la durée, puisqu'il a certes une activité plus faible, mais une période plus longue. Donc c'est lui qui va perdurer dans le temps. D'accord ? Alors ça c'est une explosion nucléaire d'une arme tactique, hein, 15 kilotonnes. Si on compare avec Tchernobyl, qui a marqué les esprits, alors insistons, Tchernobyl, l'explosion en elle-même n'a pas présenté de danger. Je pense qu'il y a eu de mémoire de très peu de blessés. C'est pas l'explosion qui était dangereuse, c'est effectivement la dissémination de tous les produits de fission et matières fissiles qui se sont disséminés dans l'atmosphère. D'accord ? Voilà. Donc il n'y avait que le risque de retombées radioactives, entre guillemets. Alors, Tchernobyl, c'est en iode 131, c'est 380 grammes, c'est-à-dire 14 fois plus que nos 15 kilotonnes. En activité, ben voilà, c'est 1760 pétabecquerels, c'est considérable. D'accord ? Par contre, c'était à Tchernobyl, donc compte tenu de la période, la dissémination jusqu'en France, elle était minime, donc on n'en a quasiment pas parlé. J'ai trouvé très peu de données sur l'iode 131 en France pour Tchernobyl. Par contre, ce qui a perduré, c'est le césium 137. Et là, par contre, on a relâché 26 kilos, hein, c'est-à-dire 1000 fois plus que dans l'explosion nucléaire. Donc vous voyez, c'est pas du tout dans la même proportion. Et le césium 137, il y en a beaucoup plus, parce que le fonctionnement d'un réacteur nucléaire, ça tourne au ralenti, donc ça produit du césium 137 en permanence sur des longues durées. Donc le césium 137, lui, va s'accumuler, il aura un niveau d'équilibre beaucoup plus élevé en activité que l'iode, enfin en masse, pardon, que l'iode 131, qui a une période courte, hein, qui est produit, mais voilà, il y a un équilibre qui est beaucoup plus bas en termes de masse. D'accord ? Donc pour Tchernobyl, c'était surtout le césium 137 qui était un problème à un niveau international de longue durée. Par contre, effectivement, l'iode 131 a généré beaucoup de cancers de la thyroïde dans la région proche du réacteur, voire un peu plus loin. La littérature mentionne 6000 cancers de la thyroïde chez les enfants. C'est considérable. Hein. Alors là encore, un des problèmes, que ce soit Hiroshima ou Tchernobyl, c'est que sur un accident de ce genre-là, le premier réflexe, hein, pour ceux qui ont survécu à l'explosion nucléaire, ben c'est de partir, hein, de s'éloigner, de ne pas rester sous le vent. Pareil à Tchernobyl, hein, les gens sont restés trop longtemps sur place et voilà. Alors là, effectivement, des pastilles d'iode auraient été utiles. Hein. Voilà. J'y reviendrai. Alors, on peut estimer, alors sur une explosion nucléaire, on peut estimer la dose engagée avec ces 58 pétabecquerels. Hein. Je vais prendre donc un individu qui sera à 5 km de l'épicentre et qui resterait là, sous le vent, j'ai envie de dire un peu bêtement, sous le vent, donc il aurait échappé à l'explosion nucléaire proprement dit, peut-être, et puis il va rester sous le vent pendant 1 heure. D'accord ? Donc, on va faire un petit calcul avec Dosimex I, qui permet ce genre de calcul. Alors j'insiste, hein, ce genre de calcul-là, c'est très délicat, parce qu'il faut tenir compte de la direction du vent, de sa vitesse, de la pluie, de la hauteur vent. Bon, hein, donc là, c'est un ordre de grandeur. On va prendre donc un vent qui vient de l'ouest, hein, une vitesse du vent de 10 mètres par seconde, hein, c'est standard, pas de précipitation. Voilà, donc je valide cette configuration-là. Voilà, donc là, on a ici la plume, hein, qui se dessine. On va se positionner donc à 5000 mètres. On va rester vraiment sur l'axe de la plume, hein, c'est-à-dire on ne s'éloigne pas radialement. Donc c'est vraiment la configuration la plus mauvaise. Et on va calculer dans cette configuration-là. D'accord ? Voilà. Alors là, maintenant, il faut rentrer donc, le radionucléide. Donc 131. Forme, alors là, tout composé, hein, c'est le plus simple. Voilà, l'activité rejetée, 58 pétabecquerels. Il y a des paramètres tels que la vitesse de dépôt qu'on peut paramétrer, mais ça devient assez délicat. Là, c'est des données de la littérature standard. Hein. Voilà, on va calculer dans ces conditions-là.
Alors là, le calcul, peut le faire sur la première heure. Alors ça ne change rien. 1 heure ou 24 heures, vous avez la bouffée rejetée qui s'éloigne avec le vent et qui se dilate. D'accord. Et 24 heures après, tout est passé. Il y a quand même le dépôt au sol, mais là, on l'a calculé assez faible. Hein. Donc voilà, on va calculer au bout d'1 heure de présence. Voilà. Et donc on obtient... Alors ça va dépendre de la tranche d'âge, mais voilà. Hein, travailleur, c'est 200 millisieverts. Hein, c'est dose efficace engagée. Alors ce n'est pas négligeable, c'est quand même un individu qui était à 5 km de l'explosion et qui est resté sous le vent. D'accord. Voilà. Alors s'il a réchappé à l'explosion, il peut s'estimer heureux. 200 millisieverts, c'est pas négligeable, mais c'est pas une dose létale. Voilà. Ce qui est déjà pas mal en l'occurrence. Donc, hop, là je reviens ici, donc on a dit 200 millisieverts, mais on est à 5 km, donc c'est vraiment un risque très localisé. Hein, c'est une explosion nucléaire en Ukraine, pour la France, il n'y a pas d'effet. Hein, si, ça sera détectable, hein, on va le détecter tout autour de la planète, il y a des systèmes qui sont là pour ça, mais enfin en termes de santé, ça devient très négligeable. Quelque part, c'est pas vraiment le problème. Hein, bon, ma conclusion, c'est surtout ne pas rester sous le vent. Un des problèmes, que ce soit Hiroshima ou Tchernobyl, c'est que les gens, surtout à Hiroshima, on les a laissés là où ils étaient. D'accord. Alors, notez que les décès suite aux retombées radioactives à Hiroshima étaient considérés comme négligeables par rapport aux décès générés par l'irradiation et des décès soit immédiats, etc. D'accord. Voilà. Alors, l'iode 131, c'est effectivement un produit de fission majeur parmi les centaines de produits de fission, mais ce n'est pas le seul. Hein. Voilà ce que l'on peut trouver dans la littérature, en fonction du temps, hein, on est en échelle log. Donc, vous voyez, ben, le premier, là, au tout début, c'est l'iode 132, hein, voilà, mais qui disparaît rapidement parce qu'il a une courte période. Ensuite, on voit que c'est l'iode 131 qui prend le relais, mais pas que. Hein, assez rapidement, là, vous avez quasiment au même niveau le lanthanum 140, etc. Hein, ici, le nobium 95. Voilà, qui va devenir prépondérant autour de 100 jours, et puis surtout, sur le long terme, le césium 137 qui va écraser tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus, mais on disait, bon, ben vous, en cas d'explosion nucléaire, il faut prendre de l'iode 131. Hein, de terminer, bon, mais il n'y a pas que le problème de l'iode, hein, donc il faut prendre du calcium pour saturer, au niveau des eaux, vis-à-vis du strontium 90, etc., du barium, prendre donc du potassium pour protéger du césium 137 et 134, etc. Bon, l'iode naturel, stable bien sûr, pour saturer la thyroïde, les gonades aussi, le fer qui protège du plutonium 238 et 239, etc. Donc vous voyez, l'iode 131, c'est un problème majeur parmi les produits de fission. Mais, surtout, le problème dans une explosion nucléaire, c'est l'explosion nucléaire. D'accord. Alors ça, semble avoir disparu des esprits. Alors, un petit calcul. Hein, si je reprends les 15 kilotonnes, c'est en quelques picosecondes. Hein, une arme nucléaire actuelle, c'est on prend une noix de coco en plutonium, on la condense à 16 grammes par centimètre cube, on met un explosif autour, on pétarde tout ça, on a une onde de choc concentrique qui va concentrer le plutonium, qui va le faire passer à plus de 40 grammes par centimètre cube. À ce moment-là, le plutonium devient surcritique, on envoie des neutrons, et en quelques picosecondes, on libère 15 kilotonnes d'équivalent TNT. Et 15 kilotonnes d'équivalent TNT, on a dit, c'est 6,26 10 puissance 13 joules. Alors, ça ne parle pas beaucoup à l'esprit, ça. Mais on peut comparer à quelque chose qui peut marquer les esprits. Alors, tout d'abord, oui, alors une petite remarque. Hein. Cette énergie-là, comme vous le savez, E égale mc carré, c'est de la masse qui s'est transformée en énergie. Donc, l'énergie, on la connaît, on peut donc calculer la masse qui s'est transformée en une autre forme d'énergie par le calcul. Hein. Donc, cette énergie-là divisée par le carré de la vitesse de la lumière, et ça donne une masse de 0,7 grammes seulement, qui a disparu, et qui est devenue une autre forme d'énergie. D'accord. Voilà, ça c'est le sens profond
de la relation d'Einstein, hein, qui est surtout M est égal à E sur C carré. C'est comme ça qu'Einstein l'avait écrit initialement, hein, et pas E est égal à MC carré. D'accord? C'est tout le sens de l'équivalence masse-énergie de la relation d'Einstein. 0,7 grammes, à peine. Donc, je repars de cette énergie qui est libérée quasiment instantanément dans quelques centimètres cubes de plutonium, dont une faible fraction va fissionner. D'accord? Si on compare cette énergie-là avec l'énergie cinétique d'un TGV de 400 tonnes lancé à 300 km/h, ben si on fait un calcul d'énergie cinétique classique, on obtient 1,39 10 puissance 9 joules. À peine. À noter que c'est l'énergie cinétique qui circule dans l'accélérateur circulaire au CERN. Hein, c'est un collègue physicien qui m'avait dit ça, j'ai été surpris, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de particules, mais compte tenu des énergies, c'est l'énergie d'un TGV qui tourne là-dedans. Bon, voilà. Alors, si on fait le rapport maintenant de cette énergie libérée par l'explosion à l'énergie cinétique d'un TGV, on trouve que 15 kilotonnes, c'est l'énergie cinétique de 45 000 TGV. Oui, 45 000, c'est considérable, dans quelques centimètres cubes. Au tout début, hein, parce que cette énergie-là, elle ne va pas rester, elle va partir en expansion, c'est l'explosion. D'accord? Alors, cette explosion, elle va libérer, alors on va avoir des phénomènes radiatifs de grande intensité avec différentes phases d'opacité, etc. Il y a des sites très intéressants là sur le sujet, hein, c'est une littérature ouverte. Hein. Bon, on va avoir des flashs gamma, des flashs neutrons, et aussi un flash thermique avec des X, des ultraviolets, des infrarouges, hein, un peu tout le spectre. On a tout le spectre électromagnétique, d'accord, et on a, compte tenu des pressions qui existent dans cette boule initiale, ça va générer une onde de choc, donc une onde de surpression redoutable, donc qui est aérienne et qui se transmet par le sol, d'accord, et cette onde de choc, elle est particulièrement destructrice. Alors, je vais vous passer une vidéo ici. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs phases, notamment, alors, faut les repasser, vous les trouvez facilement. Hein, voilà. On va d'abord, on voit, et c'est assez fugace, on voit au niveau du sol de la poussière qui se soulève. D'accord? Ça, c'est l'onde de choc solide qui passe par le sol, qui vient en surface, et ça fait une onde de détente qui repart, ça décolle la dernière couche, ça fait de la poussière. Ça, c'est l'onde de choc par le sol. Une onde de choc par le sol, ça peut être redoutable. Hein. Quelqu'un qui est dans un bunker enterré, l'onde de choc qui passe par le sol va traverser le béton, va arriver à un individu, même debout, ça va passer par les pieds, remonter le corps, et ça va détruire tous les organes, ça va vous décoller le cerveau. Quoi, hein. Donc on peut tuer les gens sans blessure apparente dans des blocos, avec une onde de choc qui passe par le sol. Donc on voit d'abord la poussière qui se soulève, ça c'est le passage de l'onde de choc dans le sol. Une onde de choc, c'est 10 km par seconde. D'accord? C'est considérable. Hein. Ensuite, vous avez l'onde de choc aérienne. Alors, on ne la voit pas, l'onde de choc aérienne. Elle est quasi instantanée, mais c'est elle qui va détruire. Hein, qui, en passant dans la matière, va briser, va détruire. Et aussitôt derrière, cette onde de choc, elle met en mouvement l'air ambiant. Ça fait un souffle. D'accord? Alors, ce n'est pas le souffle qui détruit, mais ce souffle-là, qui est assez puissant, va emporter tout ce qui a été cassé. Hein, ça va achever le travail. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est l'onde de choc est suivie d'une onde de détente. On a un souffle qui revient en sens inverse. D'accord? Donc tout ça, vous allez le voir. Je vous lance la vidéo. Et puis, je vous invite à la voir éventuellement directement. Hein, vous la trouverez facilement. Voilà, elle est là. Donc c'est parti. Donc là, c'est les années 60, hein, les Américains faisaient l'expérience. Ils remontent au point zéro, les militaires, hein, pour voir, voilà. Vous voyez, on voit la poussière qui se soulève. Voilà. L'onde de choc qui est passée, le souffle, l'onde de détente. Donc ici, c'est moins visible parce que la structure est plus solide. Hein, on a vu. Alors, on va voir. Ce qu'on voit, c'est le flash thermique qui est très dangereux. Là, ça brûle. Là, si vous êtes dans le flash thermique, vous êtes brûlé. L'onde de choc qui détruit, le souffle. Voilà. Donc voilà les effets d'une explosion nucléaire. Hein. Alors, comme je disais, dans ce souffle-là, il y a peut-être quelques molécules d'iode 131. Enfin, ça reste assez négligeable. Voilà. Alors, pour terminer, donc ça, on a tendance... j'ai eu le sentiment qu'on l'avait un petit peu oublié.
Hein. Et pour terminer, voilà, au niveau des informations, lorsque Vladimir Poutine a agité la menace de l'arme nucléaire, voilà, le ministre de la Santé assure dans une interview au Parisien que la France est équipée de suffisamment de pastilles d'iode pour protéger l'ensemble de la population en cas d'accident ou d'attaque nucléaire. Bon. Accident, je veux bien, mais attaque nucléaire, ce texte-là donne le sentiment que si vous prenez une pastille d'iode, vous êtes protégé des attaques nucléaires. Donc là, on est dans la pensée magique, hein, totalement. Alors bon, voilà, je ne sais pas si les gens ont voulu dire ça, s'ils le pensent, mais effectivement, les gens se sont précipités dans les pharmacies. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages de gens du corps médical qui ont eu des appels angoissés en disant où est-ce qu'on peut se procurer des pastilles d'iode. Hein. Ça donne le sentiment qu'une pastille d'iode vous protège d'une attaque nucléaire. Là, on est vraiment dans la pensée magique. D'accord? Donc, voilà, le problème d'une explosion nucléaire, c'est l'explosion nucléaire. Le problème de l'iode 131, c'est de ne pas rester, si vous avez survécu, ben, c'est de vous éloigner et de ne pas rester sous le vent. C'est tout. Voilà. Et puis éventuellement, comme c'est dur, et puis ces pastilles d'iode, il ne faut pas les prendre n'importe comment. Mon dernier conseil, si vous êtes inquiet, mangez des huîtres, saturez-vous naturellement l'iode avec de l'iode naturel. Il y a plein d'autres éléments qui sont très bénéfiques pour la santé. Et Dieu nous préserve de tout cela. Voilà, en vous remerciant.